Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 9. Parlons de l'IA générative. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Disclaimer tout de suite, on enregistre cet épisode fin 2023, la technologie est prête à évoluer toujours extrêmement vite, donc ce sera certainement un épisode daté, mais il est impossible qu'on ne parle pas de l'IA génératif, qui a été un peu le buzzword, comme on dit, de 2023. Et donc, où est-ce qu'on en est maintenant qu'on a un petit peu de recul là-dessus, qu'il y a eu certains usages, certaines dérives, certaines hallucinations? Ces outils sont là actuellement. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'écriture? Quels sont les mythes qui ont trait à ces choses-là ou pas? Je pense que pour commencer d'abord, donc on parle évidemment des grands modèles de langage type le plus connu ChatGPT et ce genre de choses. Déjà, il faut commencer par dire que on parle d'intelligence artificielle, mais il n'y a pas, même si il y a eu quelques interrogations avec Blake Lemoine autour de Llama, la manière la plus générale d'en parler, c'est que il n'y a pas nécessairement, ou en tout cas il n'y a pas, c'est l'opinion généralement admise, il n'y a pas de conscience derrière. Ces IA génératives, ChatGPT et ce genre de choses, ce sont en gros des modèles statistiques. Ce sont des réseaux de neurones entraînés extrêmement grands, entraînés sur des énormes corpus de texte, typiquement Internet. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne génèrent pas des phrases en pensant ou en réfléchissant, tout simplement, ils utilisent un modèle statistique. Si je mets « je » derrière, il y a une probabilité forte qui est un verbe. Et donc, en fonction du contexte qu'on va donner au modèle, cet énorme modèle statistique avec des, je sais plus, des millions ou des milliards de poids statistiques va déterminer, un peu avec un espèce d'énorme lancer de dés, quel est le mot le plus probable qui va arriver derrière. Ça veut dire bien sûr derrière que la chose va pouvoir halluciner n'importe quoi. Une des hallucinations rigolotes que j'ai vues récemment, c'est quelqu'un qui a demandé à ChatGPT ou je sais plus quel modèle quelles sont les dernières décimales de pi, et le modèle a très gentiment répondu 6 chiffres, parce que la réponse logique quand on demande des décimales à un chiffre, c'est pas de se dire que pi est un nombre irrationnel qui a une infinité de décimales, c'est simplement de répondre de façon logique. On me demande des chiffres, je vais répondre des chiffres, peu importe qu'ils soient réels ou pas. Ça, c'est pour le contexte. Mais on va voir que, évidemment, comme c'est sur des outils à générer du texte et que nous sommes dans l'écriture à créer du texte, quelles sont les interactions avec nos métiers? Est-ce que ça va mettre tous les auteurs et autrices sur la paille demain? Spoiler alert, probablement pas demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les usages? Est-ce qu'il y a des usages intéressants? Et quelles sont surtout les limites et les mythes qu'il y a autour de ces outils-là? Alors moi déjà, je vais être assez cash sur pas mal de points parce que c'est un sujet sur lequel je me renseigne beaucoup, notamment pour les ressources, je conseille beaucoup d'aller voir le travail que fait la Ligue des auteurs pros et Stéphanie Lecam. Parce que là, il y a un vrai travail sérieux et justement qui sort des fantasmes sur l'IA. Déjà, j'ai un vrai problème avec ce terme d'IA. Parce qu'on en parle en gros, et même quand on en parle dans le milieu de la SF, on a l'impression, ouah, c'est Blade Runner et tout. Non, c'est pas Blade Runner. C'est des générateurs qui amalgament des données existantes au mépris de tout droit d'auteur pour, comme le dit Lionel, donc après, écrire des textes selon des probabilités statistiques. Ce ne sont pas des IA, ça c'est vraiment un terme, intelligence artificielle au sens Blade Runner, c'est un terme de marketing qui fait joli et qui justement permet d'avoir plein de fantasmes dessus et après de se dire non mais si vous voulez pas les IA en fait c'est que vous êtes des infâmes ludites et que vous vous sentez menacés dans votre identité d'humain par la machine. Non, je me sens pas menacée dans mon identité d'humain par la machine. Perso, j'aime pas qu'on pille mes textes au mépris du droit d'auteur. C'est un peu différent. Et donc en fait on peut pas pour moi parler des IA sans parler justement des problèmes économiques et éthiques parce que c'est là déjà qu'il y a le principal problème aujourd'hui. Et là-dessus, le monde du dessin a une longueur d'avance sur nous qui montre déjà que tout peut aller très vite. Et pas simplement pour des jeunes dessinateurs. Les très installés pour l'instant n'en souffrent pas encore. Mais par exemple, pareil, dans les gens à citer, l'une des fers de lance de la bataille contre les dérives éthiques des IA, donc dans le monde anglo-saxon, c'est Kelly McKernan. Kelly McKernan, ça faisait 10 ans qu'elle vivait de son art. C'est la première année où elle en vit pas. Et mine de rien, quand on tape son nom maintenant sur Google, la première image qui sort n'est pas d'elle. C'est une image générée par IA
qui pompe d'ailleurs assez maladroitement son style. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est que ça arrive très vite. Il y a une couverture du Monde aujourd'hui qui a été faite par une IA, très moche d'ailleurs, du supplément du Monde sur les Vikings. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est les petits boulots de base, en fait, qui sont les premiers attaqués par les IA. Sauf que ces petits boulots de base, c'est tous les side gigs à côté qui permettent beaucoup aux jeunes, par exemple, de commencer à vivre de leur art, de commencer à faire leurs premières armes. Et si ces boulots-là sont demain plus accessibles parce qu'ils sont faits par des IA, encore une fois, qui est-ce qui a le droit de parler, en fait? Parce que c'est quelque chose que je ne veux jamais oublier quand je parle d'art, quand je parle de littérature, ou même d'art en général, en fait. C'est que la dimension économique, c'est pas simplement, les méchants auteurs, ils veulent gagner leur vie, quoi. C'est simplement, demain, qui économiquement aura les moyens de se permettre d'accorder du temps à la création. Et de fait, l'IA, aujourd'hui, telle qu'elle est pensée, a ouvert une brèche énorme dans le droit d'auteur, qui fait que, grosso modo, n'importe qui sait vaguement faire du lobbying auprès des gouvernements, peut se servir dans toute la masse de textes existantes au mépris de toute régulation. Et après tout, on s'en fout après si les auteurs sont payés. Et par exemple aussi, mais ça, pareil, allez sur le site de la Ligue des auteurs pro, il y a la position de Bruxelles sur le sujet qui est très problématique, qui veut mettre en avant la notion d'opt-out, c'est-à-dire que les auteurs qui veulent pas qu'un générateur se serve de leur texte n'ont qu'à le dire. Sauf que, de fait, l'opt-out n'est pas aujourd'hui imposable aux plateformes d'IA et ne sera de toute manière jamais imposable parce que simplement, il faudrait faire limite ce qu'ont voulu, ce que les dessinateurs testent avant nous, c'est en gros que même les plateformes d'IA les plus éthiques avec des tonnes de guillemets demandent un opt-out sur chaque dessin. Limite, nous faudrait qu'on fasse un opt-out sur, sur chaque phrase de texte. Et surtout, en plus, ça introduit un gros cheval de Troie dans le droit d'auteur, qui est que, pour l'instant, les seuls droits qu'on cède sur nos textes, c'est ceux qu'on a expressément cédés. On signe pour chaque droit qu'on cède. Un éditeur ne peut pas utiliser nos textes d'une manière à laquelle on n'a pas expressément consenti. Et amener avec les IA le principe d'opt-out dans le droit d'auteur, ça nie ce fondement même, en fait, du droit d'auteur. Et ça aussi, c'est hyper pernicieux. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et qui se posent pas si lentement que ça. Parce que vraiment, les dessinateurs sont les premiers qu'ils voient arriver, notamment aux États-Unis, où les boîtes ont beaucoup moins de scrupules qu'en France. Ou en tout cas, moins de scrupules à le cacher. Donc, vraiment, ça arrive. Hein. Et ça arrive en plus soutenu par un discours anti-artiste que les dessinateurs sont les premiers à se payer. Mais si les IA, type ChatGPT, se démocratisent un peu plus, faut pas déconner, nous, on est derrière. Et donc là, il faut vraiment voir ce qui est en train de se passer au niveau des artistes et se demander, nous, quand ça nous arrivera dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça nous arrive? Parce que, par exemple, il y a tout un discours de les artistes, c'est ça le privilégié, etc. Quand on voit le niveau moyen, le niveau de vie moyen, aussi bien des illustrateurs, des auteurs, etc. dans le monde, nous, on n'est pas des salles privilégiées. Hein. Mais c'est aussi tout ce discours-là qui accompagne les IA, qui est soutenu par des boîtes très puissantes, qui ont d'énormes moyens de communication et qui ont beaucoup de petits soldats. Donc ça, quand même, il faut vraiment faire attention à ça. Après, sur les usages purs de ChatGPT, le premier usage, souvent, il y a des gens qui essaient de l'utiliser pour un usage documentaire, ça ne marche absolument pas. Voire même, ça renforce des biais déjà existants. Parce que comme l'a dit Lionel, quand même, c'est des algorithmes derrière et que les algorithmes, mine de rien, c'est des humains qui les créent avec des biais très humains. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'affaire des algorithmes de la CAF pour la recherche aux fraudeurs, qui cherchent des fraudeurs en priorité parmi les gens qui ont l'allocation adulte handicapé. Et enfin, il y a aussi quelque chose, et ça, notamment la charte aujourd'hui a amené quelque chose, la charte des auteurs a amené quelque chose que je trouve très important. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse du coût écologique de nos métiers. Et il faut quand même réfléchir à ça aussi. Et quand on voit, notamment, là-dessus, si vous voulez un peu plus, il y a un article de Pierrick Marizal dans l'Humanité du 31 novembre 2023, comme c'est là qu'on enregistre, qui explique bien le coût qu'a, mine de rien, chaque ligne de texte générée sur ChatGPT. Alors certes, tout a un coût, même l'Internet avec lequel on enregistre procrastination a un coût, mais ce qu'il y a, c'est, pour moi, disons, c'est pas de dire demain on va retourner dans une caverne vivre à la bougie, mais est-ce que le coût que vaut ChatGPT de, par exemple, faire joujou pour créer sa fausse biographie avec ChatGPT et de dire « Waouh, c'est trop marrant ce qui sort », avec en plus tous les problèmes déjà éthiques et moraux qu'il y a derrière, est-ce qu'en plus le coût écologique de cette création avec beaucoup de guillemets est justifié? Aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Sur le coup de ces trucs-là, d'ailleurs, les compagnies qui ont investi, Microsoft perd quantité de fortune pour l'instant.
le consensus de plus en plus dans la tech éveillée, on va dire, c'est-à-dire pas X, globalement autour de ces trucs-là, c'est que de plus en plus, les modèles de langage sont en train d'apparaître comme étant une solution à la recherche d'un problème. Puisqu'on est parti sur les effets délétères, un des gros effets délétères qu'on voit, c'est la manière dont ces systèmes s'alimentent eux-mêmes. C'est-à-dire que avec le jeu, avec l'optimisation des moteurs de recherche, le fameux SEO, Internet et les sites web sont de plus en plus pourris par des articles vides et creux générés par ces machines-là, ce qui rend Internet de plus en plus brouillon et illisible et difficile à utiliser pour faire des recherches ou pour faire un usage productif et intelligent, on va dire, notamment quand on fait des recherches documentaires, ce qui va certainement poser un problème à court terme d'usabilité tout simplement d'Internet, pour essayer d'arriver à naviguer au-delà des articles qui sont sur la première page de moteur de recherche. Les 10 vérités, la 8e va vous étonner, qui sont très très bien générées par... je veux dire, il y a eu un exemple récent, je crois, d'un article généré par modèle de langage sur le volleyball, et l'article dit expressément: le volleyball est un sport qu'il est difficile de pratiquer quand on n'a pas de ballon. Ok, super. C'était hyper utile. Dans le même genre aussi, qui m'a fait rire personnellement, qu'on m'a fait remonter, je vous annonce que d'après Bing, l'Australie n'existe pas, puisque Bing a recherché sur Internet et que les 2 premiers sites web sur lesquels ils sont tombés, c'est des sites conspirationnistes. Donc, on est en train de polluer et de pourrir absolument l'espace textuel public, ce qui peut poser une question. Moi, c'est mon petit espoir de loin, de mon petit bout de lorgnette, sur la valeur finalement du contenu humain. J'ose espérer, mais c'est mon indécrottable optimisme, que le contenu humain va retrouver peut-être en tout cas davantage de valeur, que la soupe à la flotte générée par ChatGPT et tous ces trucs-là va nous donner soif pour de la substance, de la consistance. Mais très clairement, c'est dangereux. Et comme tu l'as justement dit, Estelle, on a bien vu avec la débâcle Relire, je mettrai un lien parce que c'est trop long à récapituler, à quel point l'opt-out, ça marche extrêmement bien. Et bien entendu, on l'a vu aussi avec toutes les débâcles autour du piratage et du droit d'auteur et toutes les menaces qu'il y a eu concernant les artistes qui, évidemment, ne roulent pas sur l'or. Il y a évidemment toute une population de, on appellerait aujourd'hui des crypto-bros, ça n'existait pas encore à l'époque, mais qui sont absolument ravis de démonter le monopole des créateurs et créatrices qui sont, comme tu le dis, des privilégiés parce qu'ils font des trucs que les autres peuvent pas faire, alors que ça a jamais été la dialectique et que c'est pas l'idée, mais malheureusement, c'est ce discours extrêmement toxique qu'on retrouve baladé sur les réseaux et en ligne, évidemment dans des chambres d'écho, et Twix n'est pas la dernière là-dessus. Et d'ailleurs, il y a déjà les premiers effets aussi au niveau des auteurs dans le monde anglo-saxon qui se font sentir. C'est par exemple, il y a eu toute cette affaire donc de livres postés sur Amazon avec des noms d'auteurs et d'autrices qui vendent vraiment bien sur Amazon, avec des textes générés par intelligence artificielle à l'intérieur. Et ça a été extrêmement difficile pour les auteurs et les autrices touchés de faire retirer ces livres d'Amazon. Et ce qu'il y a, c'est que non seulement, déjà, c'est des gens qui vont se faire de l'argent sur le nom donc des auteurs et des autrices, mais en plus, c'est potentiellement très dommageable pour les auteurs et autrices en question, parce que comme c'est des textes générés par IA, c'est l'idée de forcément ça va être mauvais, et donc ça peut faire... après, ça peut donner une super mauvaise réputation à l'auteur, parce que quelqu'un qui aura lu un bouquin écrit par ChatGPT, il va se dire « cet auteur est nul, je dirai plus rien de lui ». Il y a aussi ça participe de cette confusion dont parlait Lionel en fait. Donc vraiment, ce risque de confusion, il est là, il est énorme au niveau des fake news, au niveau de tout ça. Et en tant qu'auteur, quelque part, la seule chose qu'on a, en fait, c'est notre voix. Et de voir à quel point des gens pourraient s'approprier, disons, quelque chose de déformé qui ferait passer pour nos voix. Potentiellement, en plus, en mettant dedans toutes les idées qu'ils veulent, y compris certaines qui ne sont pas les nôtres et qui nous débectent, avec autant de facilité, c'est quand même, disons, inquiétant, pas au sens où, oh là là, mais il faut pas être contre la méchante technologie. Justement, la technologie aujourd'hui commence à offrir des solutions. Par exemple, dans le cas des dessinateurs, il y a Glaze qui brouille les images postées sur Internet, pas au niveau de nous, notre œil humain, mais au niveau des IA. Donc la technologie amène des solutions aussi, mais tout ça c'est compliqué. Et en tout cas, ce que je vois, quelque chose qui fonctionne quand même en tout cas dans ce qui fonctionne un peu, c'est de faire des digues humaines. Et par exemple, vraiment en France, les premières couvertures de livres qui ont été sorties avec de l'IA, il y a eu tout de suite un tollé général. Et ce tollé général a fait que beaucoup de gens qui étaient tentés ont rétro-pédalé. Donc vraiment, il faut que nous, on fasse attention.
Il faut que nous, auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, mais mine de rien aussi, en tant que lecteur, que lectrice, que public, qui a envie de voir des vraies histoires, et mine de rien, d'entendre des vraies voix humaines. Voilà, pour l'instant, la première digue, vraiment, c'est nous. Et ce que je dirais, c'est si vous êtes auteur, allez soutenir justement les associations d'auteurs qui se battent pour moraliser le paysage. Et si vous êtes simple lecteur, lectrice et tout ça, franchement, vous aussi faites une digue, refusez d'acheter des livres avec de l'IA en couverture ou évidemment avec de l'IA en intérieur. Et faites-le savoir vraiment, parce que ça, pour l'instant, c'est une des forces qu'on a. C'est la digue humaine qu'on est en train de faire contre ça. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que ça montre qu'on a encore cette force du collectif et que ça marche encore. Mais il faut qu'on tienne, quoi. Et effectivement, pour finir sur ce qu'a dit Lionel, en plus, le pire, c'est que pour l'instant, ces IA qui sont des fantasmes de technobro et tout ça, elles ne sont même pas rentables. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils refusent de payer les créateurs. C'est qu'ils disaient, mais si en plus on devrait avoir une attitude éthique vis-à-vis des créateurs, on ferait faillite. Eh ben, super, faites faillite, quoi. Parce que d'un autre côté, ils nous disent, oui, non, et de toute manière, les auteurs, si vous crevez de misère, tant pis, vous aviez qu'à être rentable. Sauf qu'eux, ils le sont même pas. Très rapidement, parce qu'on dépasse, on voit partout défiler sur les réseaux, et c'est même un discours qu'on a parfois chez certains confrères et consoeurs. Ah, mais si tu utilises pas l'IA, j'utilise le terme à dessein cette fois, si tu utilises pas l'IA, t'as raté ta vie, t'as rien compris à ce qui se passe, etc. C'est l'avenir, c'est le futur. Est-ce que aujourd'hui c'est vrai? Est-ce qu'il y a un usage? Est-ce qu'on peut continuer à dormir sur nos deux oreilles en passant à côté? Je mets des guillemets dans les... Est-ce qu'on peut passer à côté de la révolution? Alors, pour moi, très clairement, aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se renseigner. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à se renseigner avec notamment les ressources que j'ai dit aussi. Je sais pas si je l'ai cité aussi. Il y a une très bonne interview de François Barranger dans Numérama. Et François Barranger, c'est quelqu'un qui bosse pour du film, qui bosse pour du jeu vidéo. Il est pas dans un monde sans technologie, quoi. Voilà. Donc, renseignez-vous vraiment. Et après, c'est pas parce que quelque chose est présenté comme un progrès que forcément c'est génial. Je veux dire, quelque part, le gaz sarin, c'est une innovation aussi, quoi. Donc, à un moment, faut sortir de cette vision. Je dis pas que l'IA, c'est le gaz sarin, mais faut sortir de cette vision parce que c'est du progrès, forcément, c'est cool. Si vous voulez du progrès qui est cool, renseignez-vous, par exemple, sur tous les progrès incroyables qui ont été faits ces dernières années dans les énergies renouvelables. Et vraiment, comment aujourd'hui on pourrait faire bien plus sur les énergies renouvelables pour, en plus, pas si cher que ça, sur tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Ça, c'est des vrais progrès de la science, mais c'est pas ceux qui sont mis en avant. Et justement, allez regarder les progrès de la science qui améliorent vraiment le monde. Et quand même, c'est un peu, je trouve, problématique que notamment au niveau du milieu de la SF, il y ait autant de gens qui, quelque part, s'intéressent, voire utilisent, voire expérimentent avec les IA, et aussi peu qui s'intéressent pour le coup à des progrès bien plus importants et qui peuvent faire des différences vraiment positives dans la situation que nous vivons. Moi, tout simplement, quand je vois tout ce truc-là qui est censé, en gros, pour moi, on cherche des raccourcis quand on se dit je vais utiliser les modèles de langage dans la création. Et pour moi, c'est antinomique à la chose. Pourquoi on crée? Pour travailler sa pensée, puisque avant tout, je pense que quand on crée, on travaille sa propre pensée de manière à la rendre intelligible et à la communiquer. Le processus, je crois que c'est Steven Pressfield, toujours un de mes favoris, qui dit que l'artisanat est dans le processus. Franchir la difficulté et l'épreuve, ça fait partie du processus de création artistique aussi, et c'est peut-être, à mon humble avis, la chose la plus intéressante. Pourquoi voudrais-je outsourcer ça? C'est la nature même du truc. Là, pour moi, on arrive clairement dans, malheureusement, certaines confusions de notre monde moderne, où l'on confond le résultat, la production, avec le processus, avec le chemin qui permet d'y arriver. Écrire avec une machine qui va créer le truc, ça enlève tout l'intérêt. Il s'agit pas de produire, il s'agit de faire le chemin parvenant à la production. À mon humble avis, outsourcer la pensée, j'ai même du mal à trouver des arguments contre, puisque ça me paraît débile, en fait. Pourquoi voudrais-je outsourcer ma pensée? Tout l'intérêt, justement, c'est de penser, en fait. C'est un des bonheurs et des rôles et des choses importantes de ce métier, à la fois dans ce qu'il, alors là, pour le coup, évidemment, produit et donne à vendre et à lire, mais avant toute chose pour la personne. On fait ça parce que l'on a envie de faire ce chemin. Et si on n'a pas envie de faire ça, on n'est pas auteur, quoi. Désolé. L'auteur, l'autrice se reconnaît à son envie de malaxer la matière et d'arriver à produire quelque chose de personnel, pas dans le nombre de chiffres vendus ou même dans la publication. C'est pas là, quoi. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'outsourcer ça? Ça me dépasse. À 2000% d'accord avec Lionel. Merci.
Petite citation pour terminer de Bjarne Stroustrup, qui est nul moins que le concepteur du langage C++, de programmation. J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi facile à utiliser que mon téléphone. Mon rêve s'est concrétisé parce que je ne sais plus utiliser mon téléphone. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.